Le 29 janvier 2025, une annonce secoue le Sahel. Trois États longtemps désaccordés créent une alliance militaire commune. Pourtant, près de 40% du territoire du Burkina Faso demeure sous pression djihadiste, comme si la coalition naissait au milieu d'un sol qui brûle encore. Alors, qu'est-ce que cela change vraiment pour les civils et quel pari Ibrahim Traoré impose-t-il à la région en rompant avec l'ordre ancien? Une coalition peut unir des armées, mais pas effacer l'instabilité d'un geste. Cette séquence ne se contente pas de raconter une alliance. Elle mesure ce que vaut une promesse de sécurité quand la réalité reste fragmentée. Elle aide à comprendre les risques, les leviers, les limites. L'alliance des États du Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, se présente comme une réponse d'urgence à des attaques simultanées et à des frontières poreuses. Si la coordination fonctionne, les délais de réaction se réduisent, les opérations deviennent plus rapides et l'espace d'action des groupes armés peut se rétrécir. Mais l'enjeu dépasse la tactique. La coalition assume une rupture diplomatique et politique, avec la volonté affichée de diminuer la dépendance à l'égard des puissances occidentales. L'échec, lui, aurait un coût élevé. Souveraineté affaiblie, pressions extérieures renforcées et un Sahel encore plus exposé à des rivalités géopolitiques. Le point de bascule se jouera sur un détail souvent négligé. L'unité peut-elle survivre quand les intérêts divergent? En 6 mois, certaines zones frontalières signalent une baisse de 30% des attaques après la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Et, dans les mêmes secteurs, les déplacements internes reculeraient d'environ 20%, signe rare d'un souffle de stabilisation au milieu d'une guerre diffuse. Ce double indicateur ne suffit pas à parler de victoire, mais il éclaire une mécanique. Lorsque trois armées cessent d'agir en silos, les fenêtres d'opportunité des groupes djihadistes se rétrécissent. Le problème, c'est que cette amélioration partielle cohabite avec une réalité brute. Près de 40% du territoire burkinabé reste sous pression constante, comme une carte déchirée entre zones tenues et zones disputées. C'est précisément dans ce contraste que se loge le sens politique de l'alliance. Le 29 janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger officialisent une coalition militaire que beaucoup jugeaient improbable tant leur trajectoire et leurs calculs paraissaient éloignés. Pourtant, les attaques simultanées aux frontières, la montée de l'EIGS et du GSIM et l'impression de vulnérabilité généralisée ont accéléré la décision. Ibrahim Traoré s'impose alors comme l'un des architectes centraux de cette bascule. Renforcement de l'armée, mécanisme décisionnel plus réactif, puis rupture avec la CEDEAO et réorientation stratégique. L'enjeu immédiat est opérationnel. Fusionner le renseignement, synchroniser l'alerte, réduire les délais de réponse, sécuriser les corridors logistiques. Mais l'enjeu profond est diplomatique. L'Alliance vise à affirmer une souveraineté régionale, tout en exposant ses membres à de nouvelles pressions, qu'elles viennent de partenaires occidentaux inquiets ou d'acteurs comme la Russie et la Chine prêts à occuper l'espace. C'est là que la question devient plus tranchante. L'Alliance est-elle une solution durable ou un fragile sursis porté par l'urgence et la personnalité d'Ibrahim Traoré? Pour comprendre ce que change l'alliance sur le terrain, il faut quitter un instant les déclarations et regarder les effets les plus simples. Une route qui rouvre, un marché qui reprend, un village qui respire quelques jours de plus. Dans certaines zones frontalières, l'apparition de patrouilles mixtes et de protocoles d'alerte partagés réduit la sensation d'abandon. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, il est discontinu, parfois fragile, mais il se mesure au retour de gestes ordinaires. Un premier micro-signe apparaît quand les axes logistiques, longtemps ciblés par des embuscades, sont mieux protégés.
Des échanges reprennent entre des villes qui vivaient sous la menace permanente d'interruption et l'activité commerciale recommence à circuler par à-coups. Dans les zones sécurisées, les chiffres évoquent une amélioration de 15% du volume des échanges, comme si la sécurité, même partielle, réactivait immédiatement l'économie locale. Un second impact se lit dans les mouvements de population. Lorsque la violence recule, même temporairement, certaines familles cessent de fuir, d'autres reviennent, et les déplacements internes peuvent baisser. Ce retour n'est pas un après. C'est une parenthèse qui dépend de la continuité des opérations et de la stabilité politique. Mais derrière ces effets précoces, une question structurelle demeure. Comment transformer une coordination militaire née dans l'urgence en gouvernance durable? Ibrahim Traoré, en position centrale, doit maintenir une coopération efficace sans nourrir la perception d'une domination burkinabé au sein de la coalition. Car si la confiance se fissure, l'amélioration tactique peut s'éteindre aussi vite qu'elle est apparue. Un résultat précoce ne suffit pas. Il faut tenir la durée. Avant l'Alliance, la scène était connue. Chaque armée combattait sur son propre tempo, avec des renseignements dispersés, des frontières poreuses et des attaques capables de frapper plusieurs points presque au même moment. Après le 29 janvier 2025, l'intention change. Trois États décident de ne plus subir séparément ce qu'ils appellent une menace commune. Ibrahim Traoré s'inscrit alors dans une logique de rupture, assumant un basculement qui n'est pas autant seulement militaire, mais aussi politique et diplomatique. D'abord, l'année 2020 installe une tension extrême. Les attaques djihadistes se multiplient dans portées, et notamment par le AIGS et le GSIM. Les frontières deviennent des lignes de faiblesse. Les insurgés circulent, frappent, disparaissent, puis reviennent. Les dispositifs nationaux, opérant de manière isolée, peinent à suivre des offensives coordonnées. Ce contexte produit une conclusion dure. Sans coopération structurée, la réaction restera lente et la fatigue stratégique s'accumulera. Dans ce climat, les tensions avec la CEDEAO et la pression extérieure renforcent l'idée d'un nouveau cadre. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger reconsidèrent leurs alliances puis choisissent une voie plus radicale: sortir d'un dispositif régional jugé inefficace et construire une architecture sécuritaire autonome. Ensuite, le 29 janvier 2025, l'Alliance des États du Sahel est officialisée. L'annonce agit comme un signal politique, mais la coalition se veut immédiatement opérationnelle. Quelques heures après, les trois armées commencent à intégrer leurs capacités de renseignement et leurs protocoles d'alerte. Cette synchronisation vise un objectif simple: réduire la fenêtre d'action des groupes armés. Un commandement plus centralisé permet d'accélérer la décision, et l'échange d'informations en temps réel cherche à anticiper plutôt qu'à subir. Le premier effet attendu est le gain de temps: passer de délais de plusieurs jours à une réponse beaucoup plus rapide. Puis, les premières actions conjointes ne tardent pas. Dans une zone frontalière stratégique, une offensive coordonnée entre forces burkinabées et maliennes parvient à repousser une attaque majeure attribuée à l'EIGS. Le message est clair: l'Alliance veut prouver sa capacité à agir et non seulement à s'afficher. Au Niger, l'intégration d'une force aérienne combinée contribue à sécuriser certains corridors logistiques jusque-là vulnérables. Les patrouilles mixtes réapparaissent sur des axes de transport régulièrement visés par des embuscades. Sur le terrain, cette dynamique donne l'impression d'une armature commune, même si elle reste en construction. Vient alors l'autre phase du mouvement.
À mesure que l'alliance se structure, une tension politique interne s'installe. Le poids du Burkina Faso et l'influence de Ouagadougou nourrissent des inquiétudes à Bamako et Niamey. Certains craignent que la coalition ne devienne un instrument de domination burkinabé. Cette question de l'équilibre des pouvoirs n'est pas secondaire. Elle conditionne la confiance, donc la durée. Ibrahim Traoré doit alors jouer sur deux tableaux. Conserver une efficacité militaire visible tout en garantissant une coopération perçue comme équitable. Dans le même temps, l'environnement extérieur se complexifie. La coalition, en cherchant à réduire la dépendance occidentale, attire l'attention d'acteurs comme la Russie et la Chine, susceptibles d'offrir soutien et influence. Enfin, les mois suivants montrent des gains initiaux dans certaines zones, mais ils restent fragiles. L'alliance démontre qu'une coordination peut réduire les délais de réponse et rouvrir partiellement des corridors. Pourtant, l'enjeu de fond demeure. Maintenir l'unité politique quand la guerre impose l'urgence et que la géopolitique ajoute des pressions. La coalition n'est pas un point final. C'est une course de fond où chaque dissension peut coûter autant qu'une défaite sur le terrain. Avant l'alliance, les attaques et les déplacements augmentaient. Après sa mise en place, certains indicateurs reculent dans les zones ciblées. Cette variation ne transforme pas à elle seule une guerre diffuse en paix, mais elle dessine une tendance. Quand la coordination devient plus rapide, la pression peut se déplacer, se concentrer, puis parfois diminuer. D'un côté, dans les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les rapports internes évoquent une diminution de 30% des attaques en 6 mois. En clair, moins d'attaques suggèrent des actions plus rapides et mieux coordonnées. La logique est mécanique. Avant, une attaque sur une frontière immobilisait une armée, tandis qu'une autre frontière était frappée. Après, les alertes sont partagées, les décisions sont synchronisées et les groupes armés perdent une partie de leur avantage d'anticipation. Cette baisse n'est pas uniforme sur tout le territoire et elle ne signifie pas que les organisations djihadistes perdent leur capacité de nuisance. Elle indique plutôt que, dans des secteurs précis, la coalition a commencé à refermer certaines fenêtres tactiques. Dans le même temps, dans les zones directement concernées par les opérations de l'Alliance, les déplacements internes reculeraient d'environ 20%. Autrement dit, quand la violence recule, certaines familles cessent de fuir. Cette évolution est particulièrement sensible dans les espaces ruraux où la peur entraîne des départs en chaîne. Une baisse de ce type n'efface pas les traumatismes ni l'incertitude, mais elle peut créer des seuils, des villages rouvrent un marché, des écoles reprennent, des cultures redémarrent à petite échelle. Le texte source mentionne qu'en début 2025, environ 1 par 5 millions de personnes étaient déplacées. Dès lors, toute diminution, même limitée, devient un signal social et politique. Là encore, le mot-clé est fragilité. Les retours se font par vagues et la moindre reprise d'attaque peut inverser la courbe. Enfin, dans les zones sécurisées par patrouilles mixtes, le volume des échanges commerciaux progresse d'environ 15%. Une route plus sûre relance immédiatement l'activité commerciale locale. Les corridors logistiques sont décisifs. Ils transportent nourriture, carburant, médicaments et déterminent le prix des biens. Avant l'Alliance, ces axes étaient régulièrement ciblés. Après, leur sécurisation partielle réduit les interruptions et redonne de la prévisibilité aux commerçants. Le texte cite notamment des axes entre Ouagadougou et Bamako et entre Niamey et Ouagadougou qui recommencent à fonctionner malgré la vulnérabilité persistante. L'amélioration est donc moins un miracle qu'un ajustement. La circulation n'est pas totalement restaurée, mais elle cesse d'être constamment brisée. À ces trois mesures s'ajoute un facteur qualitatif pourtant mesurable dans ses effets, la vitesse de réaction.
Certaines attaques auraient été repoussées en moins de 24 heures, ce qui tranche avec des délais plus longs observés auparavant. Cette rapidité tient à la fusion partielle des bases de données de renseignement et à l'échange en temps réel d'informations. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres nourrissent une légitimité régionale. Ils permettent de dire que la rupture stratégique n'est pas seulement symbolique. Mais la lecture reste prudente. Les gains sont localisés, dépendant de l'unité politique et exposés aux tensions internes comme aux pressions extérieures. Deux lectures opposées s'affrontent autour de l'alliance des États du Sahel et chacune s'appuie sur des arguments qui méritent d'être pris au sérieux. La première insiste sur l'urgence stratégique. Dans cette perspective, l'alliance constitue la réponse la plus cohérente à une menace qui ignore les frontières et exploite la fragmentation des États. Avant sa création, chaque armée agissait avec des moyens limités, des renseignements partiels et des délais de décision trop longs, ce qui laissait aux groupes armés la capacité de frapper puis de se disperser. Le regroupement des forces, l'intégration du renseignement et la coordination des protocoles d'alerte permettraient, selon ce camp, de créer une masse critique, plus de réactivité, des opérations conjointes plus rapides et un espace réduit pour les attaques simultanées. Les premiers indicateurs avancés, baisse des incidents, recul des déplacements, reprise relative des échanges, seraient l'amorce d'une dynamique qu'il faut consolider plutôt que fragiliser. La seconde lecture pointe un risque plus silencieux. La politique intérieure de la coalition pourrait la détruire de l'intérieur. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, apparaît comme le centre de gravité de la structure, ce qui nourrit des inquiétudes au Mali et au Niger. Une alliance militaire n'est pas seulement un alignement d'armées, c'est une architecture de décision, de ressources, de responsabilité et de prestige. Si l'un des membres est perçu comme dominant, la coopération devient conditionnelle, la confiance se dilue et les résultats tactiques peuvent se transformer en querelles stratégiques. À cela s'ajoute une pression externe. L'implication croissante d'acteurs comme la Russie, la Chine ou la Turquie peut offrir des soutiens, mais aussi introduire une logique de compétition géopolitique qui durcit les divergences internes. Un compromis reste toutefois possible. Si les mécanismes de décision partagée sont clarifiés, si la répartition des responsabilités est rendue lisible et si la coalition protège son objectif initial, la sécurité des civils, alors les gains militaires peuvent survivre aux tensions politiques. La vraie question n'est donc pas seulement l'alliance fonctionne-t-elle, mais peut-elle rester unie assez longtemps pour fonctionner? Tout se joue sur la cohésion. Les premiers succès donnent l'illusion d'une dynamique irréversible. Coordination accélérée, patrouille mixte, corridors partiellement sécurisés et un langage commun qui remplace le réflexe de l'isolement. Pourtant, le cœur de l'alliance n'est pas seulement militaire, c'est une question de gouvernance. Qui décide, comment et au nom de quel équilibre? Cette dimension, souvent reléguée derrière les chiffres, devient le point de rupture potentiel, car une coalition née dans l'urgence peut gagner du temps sur le terrain sans gagner la confiance au sommet. Les inquiétudes évoquées à Bamako et à Niamey sur la domination du Burkina Faso ne sont pas un détail diplomatique. Elles peuvent ralentir la décision, créer des retenues dans le partage du renseignement, puis réintroduire la fragmentation que l'Alliance voulait dépasser. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État, il devient une variable de stabilité interne, chargée de prouver que la centralité de Ouagadougou ne se transforme pas en hiérarchie permanente. La révélation de milieu est donc simple. Les gains militaires peuvent tenir, mais seulement si l'Alliance invente une égalité politique crédible. Sans cela, la coalition risque de ressembler à une victoire tactique suspendue. Pour les États, l'alliance des États du Sahel produit d'abord un effet de structure.
Elle transforme une lutte fragmentée en une architecture de réponse plus rapide. La fusion partielle du renseignement et la synchronisation des protocoles d'alerte réduisent les délais de décision et permettent parfois de repousser une attaque en moins de 24 heures. Cette accélération renforce la légitimité politique des autorités. Elle offre un récit de souveraineté dans lequel l'efficacité militaire devient une preuve de gouvernance, mais elle crée aussi une pression interne. Si les résultats se stabilisent, les attentes augmentent et l'échec devient plus coûteux. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne la promesse d'un État plus réactif, tout en portant le risque d'être tenu responsable si la coalition se fissure. Pour les entreprises et l'économie, la conséquence la plus visible se joue sur les axes logistiques. Quand les routes commerciales cessent d'être interrompues en permanence, même de façon partielle, le commerce reprend et les prix deviennent plus prévisibles. Les données évoquent une amélioration d'environ 15% du volume des échanges dans les zones sécurisées, ce qui montre un point essentiel. La sécurité, même imparfaite, réactive immédiatement l'activité économique. Pourtant, cette reprise reste prudente. Les acteurs économiques attendent des signaux plus durables avant d'investir, car une instabilité politique au sein de l'alliance pourrait refermer ces corridors aussi vite qu'ils se rouvrent. La stabilité n'est donc pas seulement une question d'armes, c'est un environnement de confiance. Pour les populations civiles, l'effet se mesure au quotidien. La baisse des attaques dans certaines zones, autour de 30%, ouvre des fenêtres de normalité. Des marchés reprennent, des déplacements se ralentissent et certaines familles commencent à envisager un retour. La diminution d'environ 20% des déplacements internes dans les zones concernées suggère un début de relâchement de la peur, même si la menace reste diffuse et la sécurité fragile. Mais cet impact dépend de la continuité. Si la coordination militaire faiblit ou si les tensions politiques s'aggravent, la courbe peut se retourner. Ibrahim Traoré apparaît alors pour une partie de la population comme celui qui a tenté de changer la trajectoire, pour d'autres comme celui qui doit prouver que la souveraineté ne se paie pas d'une instabilité prolongée. Pour la région et l'environnement géopolitique, l'Alliance redessine les rapports de force. En quittant la CEDEAO et en cherchant à réduire la dépendance occidentale, les États membres affirment une autonomie stratégique mais s'exposent à un jeu d'influence. Le soutien potentiel de partenaires comme la Russie ou la Chine peut apporter des ressources, tout en renforçant les tensions avec d'autres acteurs. Dans ce contexte, la coalition devient à la fois un outil de sécurité et un symbole politique. Si elle tient, elle peut devenir un modèle régional. Si elle échoue, elle risque de transformer le Sahel en terrain de compétition accrue. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'Alliance des États du Sahel peut évoluer selon trois trajectoires plausibles, chacune dépendant de la même variable centrale: la capacité à maintenir l'unité politique tout en conservant l'efficacité militaire. Aucun scénario n'est automatique. Chacun repose sur des conditions et sur la façon dont les pressions internes et externes se combinent. Dans un premier cas, celui d'une stabilité fragile, l'Alliance continue d'opérer, avec des opérations conjointes régulières et une coordination du renseignement suffisamment solide pour préserver les gains observés dans certaines zones. Les attaques restent contenues là où la coopération est la plus structurée et les corridors logistiques demeurent partiellement sécurisés. Mais la fragilité persiste. Les tensions liées à l'équilibre des pouvoirs ne disparaissent pas, elles sont simplement gérées au jour le jour. La coalition avance mais sans mécanisme institutionnel assez robuste pour absorber une crise majeure. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré conserve un rôle moteur tout en devant composer avec les réticences de ses partenaires. Dans un second cas, plus favorable, la coalition se consolide et monte en puissance. Les trois États obtiennent un compromis politique clair sur la décision partagée et la répartition des responsabilités. La confiance augmente, le partage du renseignement devient plus fluide
et la coordination réduit davantage les délais de réaction. Les attaques continuent de diminuer dans les zones les plus touchées et la reprise économique s'accélère grâce à une sécurisation plus constante des axes logistiques. Sur le plan extérieur, l'Alliance réussit à équilibrer soutien et autonomie. Elle capte des appuis sans se laisser enfermer dans une dépendance nouvelle. Ce scénario transforme la coalition en structure durable capable de stabiliser une partie du Sahel et de renforcer son poids diplomatique. A l'inverse, un troisième cas reste possible, une fissure interne et un retour de l'instabilité. Les divergences politiques s'aggravent, notamment autour de la perception d'une domination burkinabé. Le partage d'informations se ralentit, la coordination devient intermittente et les groupes armés exploitent les interstices. Les attaques repartent dans les zones contestées, les déplacements internes reprennent et les corridors logistiques redeviennent des points de rupture. Dans le même temps, les pressions extérieures se durcissent, sanctions, isolement diplomatique ou compétition d'influence qui accentue les fractures. L'alliance survit sur le papier mais perd son efficacité réelle. Une recommandation de lecture s'impose: juger l'alliance moins sur l'annonce que sur sa capacité à gérer la dissension. Si l'unité tient, les gains s'accumulent. Si elle se brise, le terrain reprend tout ce qui a été gagné. Pour un observateur éloigné, ces dynamiques peuvent sembler abstraites. Alliance, chiffres, corridors, diplomatie. Pourtant, le cœur de cette histoire est humain, car chaque variation de sécurité transforme des gestes simples. Quand une attaque est évitée, ce n'est pas seulement un indicateur qui baisse, c'est un trajet qui redevient possible, une récolte qui peut être transportée, une famille qui dort sans anticiper une fuite immédiate. Dans les régions rurales touchées, la réduction de la violence ouvre des espaces de normalité. Les marchés reprennent par intermittence, certains villages retrouvent un rythme économique minimal, et les communautés testent prudemment la possibilité de rester. Mais cette stabilité n'a rien de confortable. Elle se vit comme un sursis car la menace peut se raviver. La baisse des déplacements internes évoqués dans les zones concernées montre ce fragile retour, mais elle dépend de la continuité des opérations et d'une coopération politique qui ne se délite pas. Pour ceux qui commercent, la sécurisation partielle des routes signifie moins d'interruptions, moins de pertes et un horizon un peu plus lisible. Un corridor logistique rouvert n'est pas qu'une ligne sur une carte, c'est un prix qui baisse, une marchandise qui arrive, un revenu qui ne s'effondre pas. Les chiffres sur la reprise des échanges dans certaines zones suggèrent cet effet immédiat. Et pour le citoyen qui regarde depuis ailleurs, la question devient personnelle. Qu'est-ce qu'une souveraineté si elle ne protège pas la vie quotidienne? Ibrahim Traoré, en misant sur une rupture stratégique, place la région devant un choix. Accepter la difficulté du long terme ou revenir aux équilibres anciens malgré leurs limites. Une seule certitude demeure: la sécurité n'est jamais un slogan, elle se mesure dans la routine retrouvée. Pour transformer l'alliance des États du Sahel en mécanisme durable, la priorité n'est pas d'ajouter des promesses, mais de stabiliser des procédures. Une coalition née dans l'urgence peut gagner des batailles ponctuelles. Elle ne tient dans le temps que si elle se dote d'une gouvernance lisible, d'objectifs mesurables et de garde-fous politiques. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré reste un acteur central, mais la réussite dépendra d'un équilibre qui dépasse une seule capitale. La première étape consiste à clarifier la gouvernance commune. Qui décide, comment et à quel rythme? Chaque État désigne un représentant permanent au commandement unifié, avec un mandat clair et une chaîne de décision documentée afin de réduire le temps moyen de décision stratégique sans créer de blocage politique. La deuxième étape vise à unifier le renseignement, avec une alerte unique et un partage en temps réel.
Harmoniser les systèmes de collecte et d'alerte permet d'éviter les angles morts d'entre frontières et de réduire le délai entre alerte et réaction en visant un seuil opérationnel inférieur à 6 heures. La troisième étape porte sur les corridors prioritaires, ceux qui nourrissent l'économie. Identifier les axes logistiques majeurs et déployer des patrouilles mixtes régulières, appuyées par une surveillance aérienne coordonnée, doit faire baisser les embuscades et rendre la circulation des marchandises plus continue. La quatrième étape consiste à développer des capacités locales pour tenir le terrain sans épuiser l'armée. Former des unités communautaires encadrées par les forces nationales en coopération avec les autorités locales peut stabiliser les zones reprises et réduire durablement les déplacements internes dans les zones sécurisées. Enfin, la cinquième étape vise à préserver l'équilibre politique et prévenir la fracture interne. Une répartition explicite des responsabilités et des ressources assortie d'un mécanisme de médiation interne se mesurera au nombre de décisions stratégiques prises sans opposition formelle, indicateur de cohésion réelle. La feuille de route est simple à énoncer, difficile à tenir. L'alliance doit prouver qu'elle peut rester unie tout en restant efficace. Au bout de cette séquence, l'image la plus juste n'est pas celle d'un communiqué ou d'un drapeau, mais celle d'une route qui hésite entre l'ouverture et la fermeture. Dans certaines zones, un marché qui reprend quelques heures suffit à rappeler ce qui est en jeu. La sécurité n'est pas une abstraction, c'est la possibilité de vivre sans calculer l'exil chaque matin. Les chiffres évoquent des gains initiaux, mais ils ne valent que s'ils résistent à l'usure, aux rivalités et au retour de flammes. L'alliance des États du Sahel est née dans un moment de tension extrême, et son avenir dépend moins de l'annonce que de la discipline quotidienne de la coopération. L'unité n'est pas un sentiment, c'est une mécanique, faite de décisions partagées, de confiance et de limites acceptées. Si cette mécanique se dérègle, la violence trouvera à nouveau des interstices. Dans cette équation, Ibrahim Traoré demeure une figure de pivot. Il porte la promesse d'une souveraineté affirmée, mais aussi la responsabilité de prouver que la centralité du Burkina Faso peut rester compatible avec l'égalité politique de ses alliés. Une chose tient debout comme un clou, sans cohésion, les victoires s'effacent. L'alliance des États du Sahel n'est pas seulement un arrangement militaire. C'est un symbole de réorganisation régionale, une tentative de reprendre la main dans un espace longtemps défini par l'urgence et la dépendance. Mais un symbole ne protège pas, et une coalition ne vaut que par sa capacité à durer. Tenir la cohésion politique, préserver l'objectif de sécurité des civils et naviguer entre les influences extérieures sans perdre l'autonomie recherchée. Le Sahel devient ainsi un test non seulement pour ses dirigeants, mais pour la manière dont le monde regarde la souveraineté africaine quand elle se construit en dehors des schémas attendus. Ibrahim Traoré incarne une partie de cette bascule, mais l'histoire ne se résume pas à un homme. Elle se joue dans la solidité des compromis, dans la constance des décisions et dans la place réelle accordée aux populations qui subissent la guerre. Alors, une question reste ouverte. Quelle forme de soutien international peut renforcer la stabilité sans imposer un nouveau contrôle, et comment évaluer cette alliance au-delà des récits par ses effets concrets sur la vie quotidienne?